Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage et votre météo à venir. Avec dans un instant, un retour tout d'abord sur les championnats du monde de cyclisme auquel le prince Albert II a assisté à Kigali au Rwanda, remporté chez les messieurs par le grand favori Tadej Pogacar. Nous serons avec Victor Langelotti, le représentant monégasque qui a malheureusement dû abandonner au 10e tour de l'épreuve. L'heure du démontage et du bilan pour le Monaco Yacht Show 2025. Et puis nous avons suivi l'opération de sensibilisation menée par des chirurgiens du centre hospitalier Princesse Grace à l'occasion de la journée internationale du cœur. Enfin, en matière de culture, vous découvrirez ce soir le programme de la toute nouvelle saison du Théâtre des Muses. Direction donc le Rwanda pour débuter ce journal où Kigali a vibré au rythme des championnats du monde de cyclisme sur route. Une ferveur populaire qu'a pu constater sur place le prince Albert II, présent aux épreuves féminines comme masculines ce week-end. Bonsoir à vous, Émilie Rousseau. Vous êtes à Kigali et vous avez pu suivre le déplacement du prince souverain pour Monaco Info. C'était la première fois qu'il se rendait au pays des 1000 collines. Oui, et le prince Albert II a achevé son déplacement au Rwanda ce dimanche. Une visite ponctuée par plusieurs temps forts qui l'ont amené tout d'abord dans le nord du pays, puis ici, à Kigali. Avant de quitter l'Afrique, le prince souverain a été reçu par le président du Rwanda, Paul Kagame, en sa résidence pour un déjeuner. Différents sujets d'actualité ont été abordés lors de ce moment d'échange. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus ensemble au championnat du monde de cyclisme qui se déroulait pour la première fois en Afrique. Au plus près de la ligne d'arrivée, ils ont pu assister au deuxième sacre de Tadej Pogacar. Que cela soit sur les épreuves féminines ou masculines, le prince Albert II aura vécu ces mondiaux au plus près des coureurs cyclistes et aux côtés du président de l'UCI, David Lappartient. Il a salué le succès populaire mais aussi la force de l'organisation d'un tel événement sportif au Rwanda. Ces championnats du monde UCI ici à Kigali ont été vraiment un très grand succès. Et puis on a vu cet enthousiasme, cette ferveur. On sent vraiment que d'abord que le sport est porteur ici, que ça fait partie de la stratégie aussi du président Kagame et du Rwanda de mettre le sport non seulement comme facteur de cohésion sociale, mais aussi comme promotion aussi du pays. Vraiment, je dois dire qu'au point de vue organisation, tout le monde loue l'organisation ici. Tout a été mis en œuvre pour que ce championnat soit une grande réussite, soit un succès. Et on était très heureux, bien sûr. J'étais très heureux d'avoir pu répondre à l'invitation du président Kagame. Ça m'a permis aussi de visiter d'autres aspects du pays, mais aussi d'accompagner aussi notre cycliste monégasque, Victor Langelotti, qui a quand même bien figuré, même s'il a dû abandonner, mais il y a eu beaucoup d'abandon. C'était un parcours extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Mais l'important, c'était d'être présent à ces championnats du monde et c'est porteur d'espoir aussi pour la suite. Pour sa première visite au Rwanda, le prince Albert II aura pu découvrir la richesse et la diversité de ce pays que l'on surnomme le pays aux 1000 collines. Un déplacement placé sous le signe de la biodiversité, de l'engagement et du sport. Et avec nous ce soir, notre représentant monégasque Victor Langelotti, qui comme tant d'autres hier a été obligé de mettre pied à terre avant l'arrivée. Seuls 30 coureurs ont réussi à terminer derrière le vainqueur, l'intouchable double champion du monde, le Slovène Tadej Pogacar. Bonsoir Victor. On vous imagine forcément déçu après votre bel été. Vous aviez à cœur de réaliser quelque chose ici à Kigali pour ces premiers championnats du monde en Afrique. Oui, assez déçu. J'étais très motivé à l'idée de venir pour la première fois en Afrique, moi aussi, pour les championnats du monde. Tout simplement motivé. J'avais fait la Volta, donc une bonne préparation. Je pensais être en bonne forme. Malheureusement, le parcours était très très exigeant et la course a été très très dure. Donc assez déçu, mais bon, voilà. La semaine prochaine, il y a les championnats d'Europe, donc hâte de rebondir dès la semaine prochaine. On a vu, c'était très dur pour de nombreux coureurs cyclistes avec plus d'une centaine d'abandons. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre tête ? Non, tout se passait assez bien. Toute la première partie de course, j'étais assez bien, assez serein, les jambes étaient bonnes.
Après voilà, dans le Mont Kigali, dans la montée la plus difficile, Pogačar a accéléré, c'est là où la course a complètement explosé. Et à ce moment-là, voilà, je me suis retrouvé en difficulté, les jambes répondaient plus du tout. Donc voilà, je sais pas trop l'expliquer malheureusement. Je vais analyser ça avec mon équipe après la course, mais ouais, assez déçu et j'espérais vraiment faire un résultat, donc ouais, déçu. Et il se dit que c'était l'un des parcours les plus durs que les mondiaux ont pu connaître. Hein. Ouais, le parcours était très exigeant, on le savait avant de venir ici. On a enchaîné sur le petit circuit deux montées assez dures avec la côte en pavé. Après, on est allé chercher le mont Kigali et le mur de Kigali sur une boucle un peu plus longue qui était encore plus exigeant que le circuit. Donc, on savait que ça allait être très dur. Très peu de coureurs ont fini la course, donc ça prouve bien que le parcours était très exigeant. Et ce qui a été frappant lors de ces mondiaux, c'est toute cette ferveur sur les routes du parcours. Les Rwandais étaient présents au rendez-vous. Oui, c'était vraiment incroyable. Déjà sur le circuit, sur les montées, on avait une belle ferveur. Et là où ça est devenu absolument incroyable, c'est quand on est sorti du circuit, qu'on allait faire le mont Kigali. Pour aller jusqu'au mont, on est passé par des routes et là c'était vraiment incroyable. J'ai rarement vu autant de monde au bord des routes pour une course de vélo. Et non, ça faisait chaud au cœur et c'était vraiment beau à voir et beau à vivre. Un mot, Victor, sur la présence et le soutien du prince Albert II, on le sait, passionné de sport. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit là, tout simplement, à Kigali ? Non, je m'y attendais pas. J'étais agréablement surpris. Et c'est toujours super agréable de pouvoir compter sur le soutien du prince. Et c'est pas la première fois qu'il vient, donc ça fait encore plus plaisir. J'avais pu le voir déjà il y a quelques semaines sur la Vuelta, donc c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir représenter Monaco et pouvoir compter sur son soutien, pardon. Justement, comment Monaco est perçu aujourd'hui dans l'univers du cyclisme ? Ben, je pense que il y a quelques années, c'était encore, disons, une curiosité. Petit à petit, je pense voilà, avec mes résultats sur la scène internationale et du fait simplement d'être présent sur les différents championnats d'Europe et du monde, petit à petit, ça devient plus une simple curiosité, mais voilà, c'est établi que Monaco fait partie des nations qui comptent dans le vélo. Et Monaco sera donc bien représenté lors des prochains championnats d'Europe qui auront lieu en France, au cœur de l'Ardèche. Comment abordez-vous ce grand rendez-vous d'automne ? C'est ça, dans une semaine, j'aborde ça voilà, assez confiant. Je vais, voilà, comme je vous ai dit, essayer d'analyser ce qui n'a pas été ici à Kigali et pouvoir apprendre de mes erreurs et voilà, faire du mieux dès la semaine prochaine, essayer de rebondir pour pas rester sur un échec. Et au moment où l'on se parle, Victor, quel regard portez-vous sur votre saison ? Globalement, la saison est assez bonne. J'ai changé d'équipe et ça a été pour moi un énorme changement de pouvoir courir avec Ineos et courir en World Tour régulièrement. Ça m'a fait énormément progresser. J'ai beaucoup appris avec l'aide de mes coéquipiers qui étaient bien plus expérimentés que moi. Et du coup, la saison est assez satisfaisante. J'ai pu gagner pour ma première fois en World Tour. Et c'était une énorme joie. Il y a quelques semaines, j'ai pu finir mon premier grand tour avec la Vuelta. Donc voilà, c'est une bonne saison et j'ai montré une progression tout au long de la saison. Donc c'est assez satisfaisant et j'espère continuer comme ça la saison prochaine. Oui, quand vous évoquez la saison prochaine, on pense forcément à la Vuelta, dont le départ aura lieu ici à Monaco en 2026, mais aussi au Tour de France. Non, clairement, le Tour de France est le Graal pour tout coureur cycliste. Mais évidemment, voilà, pour moi l'année prochaine, le grand objectif ce sera évidemment la Vuelta avec le départ depuis Monaco, avoir la chance de pouvoir prendre le grand départ d'un grand Tour à la maison, c'est unique. Donc j'ai hâte d'y être, mais bon, il y a encore une longue saison avant ça. Et non, ce sera l'objectif de ma saison sans aucun doute. Merci mille fois en tout cas, Victor Langelotti, d'avoir pris du temps pour Monaco Info ce soir, après ces championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Et bien évidemment, nous suivrons de très près vos résultats la semaine prochaine en Ardèche pour les championnats d'Europe de cyclisme. Merci à vous. Merci à vous. En basket, premier match de championnat de France, premier succès pour la Roca Team cette saison en déplacement au Portel, succès hier sans trembler, 84-63, avec comme meilleur marqueur la dernière recrue star de la Roca Team, Nikola Mirotic, MVP de l'Euroleague l'an dernier. L'Europe que le groupe rouge et blanc va retrouver cette semaine avec deux premières rencontres à la maison. Tout d'abord, Zalgiris Kaunas mercredi à 19h30, puis vendredi, même heure, à la salle Gaston Médecin,
Le Dubaï Basketball, nouvel entrant dans le club très prisé des 20 meilleures équipes européennes que compte l'Euroleague, avec un certain Mam Jaite dans ses rangs, l'un des grands transferts de l'intersaison. L'Europe dans la tête également des footballeurs de la SMFC après leur non-match samedi à Lorient et une défaite en Ligue 1 qui fait très mal dans les têtes. 3-1, faut-il le rappeler, en Bretagne. Mercredi soir, 21h, au Stade Louis II, il va donc falloir montrer un tout autre visage avec la réception de Manchester City en Ligue des Champions. On en parle juste après le journal avec les experts du foot et notre consultant Grégory Campi. Clap de fin pour le Monaco Yacht Show, un salon hors norme qui attire les plus grands acteurs du yachting chaque année en principauté. Place maintenant au démontage et au bilan de cette 34e édition. Voici le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Rideau sur une nouvelle édition du Monaco Yacht Show. Après 4 jours d'effervescence, le port Hercule retrouve peu à peu son visage habituel. Après la clôture du salon, période la plus sensible, 400 stands doivent être démontés et évacués, soit 400 semi-remorques de matériel. Une logistique lourde qui impose la fermeture de la route de la piscine jusqu'à mercredi. On est en plein milieu d'un chantier où pour pouvoir recharger des caisses dans un semi-remorque, ça se fait sur le côté du camion, pas sur l'arrière, avec des chariots élévateurs, ce qui nécessite un peu de place pour pouvoir charger ces caisses. Et en fait, il y a pas mal d'années en arrière, quand nous laissions encore la route de la piscine ouverte, on passait notre temps à interrompre la circulation, en demandant aux personnes d'attendre, aux usagers, le temps de charger les caisses. Ce qui les rendait dingues et ce que je peux comprendre, puisqu'en fait on les coinçait entre deux chargements de camions, voire des scooters qui faisaient du gymkhana entre les chariots élévateurs et les caisses, qui étaient beaucoup trop dangereux. Et ce qui fait qu'on a vraiment arrêté parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Le bilan confirme une fois encore le rôle central de Monaco comme capitale mondiale de la grande plaisance. Entre prestige, innovation et excellence, le salon a tenu toutes ses promesses. C'est vrai qu'on travaille toute l'année, on sait qu'on essaye toujours de s'améliorer, mais c'est une fois qu'on a livré qu'on se rend compte si le salon est à la hauteur de nos espérances et aussi surtout de l'espérance des participants, tant des exposants que les visiteurs. Donc oui, soulagé parce que c'est une très très belle édition. Moi, d'un point de vue logistique, je peux l'affirmer, on a livré un salon vraiment magnifique. Dès le mercredi matin, c'était impeccable. Et aussi surtout par rapport au feedback que nous avons eu des exposants qui avaient des étoiles dans les yeux par rapport à la qualité de la fréquentation des personnes qu'ils ont rencontrées pendant le salon. Le Monaco Yacht Show s'achève et déjà les équipes se projettent vers la prochaine édition avec la même ambition d'élever encore le standard du yachting mondial. Ce lundi 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. À cette occasion, une équipe du service de cardiologie du CHPG a tenu un stand de prévention Place d'Armes. Reportage, Fabien Bonilla, Camille Caloni. Des affiches avec des cœurs, un ballon en forme de cœur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un stand consacré aux comédies romantiques, mais plutôt aux maladies cardiovasculaires. Le 29 septembre est la journée mondiale du cœur, l'occasion de rappeler que 20 millions de personnes décèdent chaque année de maladies cardiovasculaires, dont 140 000 dans l'Hexagone. Je crois qu'il est important que Monaco montre qu'il s'associe bien évidemment à tout ce qui est fait dans le monde et que localement un certain nombre d'actions sont prises. Il faut rappeler quand même que les maladies non transmissibles qui font l'objet d'une attention particulière de l'OMS sont la première cause de mortalité. Ces maladies non transmissibles, c'est bien évidemment les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est un certain nombre de pathologies chroniques comme l'insuffisance respiratoire. Et donc aujourd'hui, le cœur, au cœur de la Place d'Armes, une dizaine de personnes venant du service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace étaient présentes pour renseigner et répondre aux questions, vérifier la tension également, en résumé, faire de la prévention. On essaie de sensibiliser toute la population, quel que soit l'âge, même si les maladies cardiovasculaires touchent plus souvent les personnes plus âgées à partir de la cinquantaine. Tout au long de cette journée, on anime différents ateliers. Donc on a le dépistage de l'hypertension artérielle, des conseils en hygiéno-diététique sur des règles alimentaires,
de l'activité physique avec des petits ateliers qui sont proposés par la kinésithérapeute et l'APA qui sont là. Des conseils aussi en gestion du stress puisqu'on sait que le stress influe sur le cœur et sur les maladies cardiaques et plein de petits conseils pour la population. Quelques conseils comme avoir une activité physique régulière, une alimentation saine avec des fruits et des légumes, diminuer le sel et le sucre, éviter les plats industriels, manger moins de viande, arrêter de fumer et enfin vérifier de temps en temps sa tension. Le Théâtre des Muses va démarrer sa toute nouvelle saison dans quelques jours avec un premier spectacle et ce à partir du 9 octobre, un seul en scène de Sophie Forte, mais plus largement, quelle va être la tendance de cette saison? Quels sont les coups de cœur? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Je n'ai pas arrêté de travailler pour vous, je n'ai pas arrêté de penser à vous. C'est un spectacle dans le spectacle. Chaque début de saison, Antea Sonio fait son show pour présenter le programme 2025-2026. Au total, 16 spectacles pour les enfants et 24 pour les adultes avec de la comédie, des grands classiques et un fil conducteur qui sera l'amour. Je me suis aperçue que vraiment cette saison, elle est très coquine, elle est très amoureuse. On va vraiment essayer de disséquer le sentiment amoureux, mais vraiment par tous les côtés. L'amour sensuel, l'amour amitié, l'amour déçu, l'amour dans son espoir. On va vraiment aller aux limites partout. De l'amour dans ce Théâtre des Muses et des coups de cœur. Le Théâtre des Muses est un découvreur de talent, donc si je vous parle de mots, de noms, aujourd'hui, ça ne vous dira pas forcément grand-chose. Mais pour autant, quand même, la pièce qui fait vraiment toute ma fierté et ma reconnaissance, c'est Marius de Marcel Pagnol, avec la mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, qui est quand même l'homme aux 10 Molières. Bientôt, il sera au Théâtre Princesse Grasse avec du charbon dans les veines. Et il était venu jouer ici Adieu Monsieur Hoffmann, qui avait commencé ici et qui ensuite a eu tout plein de Molières. Je souhaite à ce Marius une destinée identique. Et puis on aura aussi Beaumarchais, on aura aussi les Fourberies de Scapin. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde sur le plateau. Le premier spectacle se déroulera le 9 octobre, mais en attendant, Antea Sonio organise 8 présentations de programmation façon one-man show. C'est gratuit, mais il vaut mieux réserver en amont. Il reste encore 4 dates en octobre. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le www.theatredesmuses.com. Il y avait de l'ambiance là aussi à la frontière italienne ce dimanche. Vintimille organisait pour la 3e année la fête du sport. Et parmi les participants, l'AS Monaco avec sa caravane rouge et blanche du Kids Tour. Sarah Inkari et Thomas Deus étaient sur place. Près d'une trentaine de sociétés et d'associations sportives de Vintimille étaient réunies sur la place communale et dans les rues avoisinantes pour cette nouvelle édition de la fête du sport. Ne abbiamo veramente tante che tutto l'anno cercano di far crescere i nostri figli, le nuove generazioni in modo sano, con sport, attività sportive, nelle strutture pubbliche, nelle strutture private. Oggi li celebriamo, per loro l'occasione per mettersi in mostra e l'inizio delle iscrizioni per il nuovo anno sportivo, però è diventata anche una festa importante, una festa di cuore, una festa di comunità, un modo per sentirsi parte integrante della città. Basketball, boxe, gymnastique artistique, de nombreuses disciplines étaient représentées, des plus originales comme le tir à l'arc, aux plus populaires comme le football avec la présence de l'AS Monaco. Ce déplacement dans la ville italienne marquait la 5e étape du Kids Tour et en participant aux différents jeux proposés, les petits sont repartis couverts de cadeaux. J'ai eu beaucoup de maillots de joueurs, je vais tous les matchs. Et je vais tous les matchs à regarder. Le Monaco, pourquoi je tiens pour le Monaco. La caravane rouge et blanche était invitée à prendre part à la fête du sport de Vintimille dans le cadre de l'UNSEM, un programme qui vise à renforcer les liens entre l'AS Monaco et ses communes et clubs partenaires. Abbiamo un gemellaggio tra società di calcio, ma più di questo c'è un bel rapporto tra il comune Ventimiglia e Monaco, sia la parte governativa che tanti investitori privati che risiedono a Monaco hanno guardato e stanno ancora guardando con interesse verso la nostra città
che ha tante potenzialità da offrire. Mercredi, le 1er octobre, le Kids Tour prendra la direction de la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Les animations seront, comme toujours, en accès libre et gratuite entre 13h30 et 17h30. Ciao. Une grande première hier soir à l'auditorium Régnier 3 avec, sous la direction de Michael Pletnev, l'interprétation par l'Orchestre Philharmonique de Monaco de l'extraordinaire 14e symphonie de Shostakovich. José Sacré était sur place pour Monaco Info, accompagné de Jean-Alexandre Dordet et de Clélia Renaud. Après la symphonie numéro 9, La Passione de Joseph Haydn, sous la direction de Mikhail Pletnev, dimanche 28 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété avec en soliste le pianiste Dmitri Shishkin le concerto pour piano numéro 6 de Rodion Chedrin. Le concert d'aujourd'hui, pour moi, c'est un événement assez triste parce qu'on va jouer le 6e concerto de Rodion Chedrin. Il voulait venir, mais il est décédé il y a 3-4 semaines, et ça c'est déjà très triste. Et puis la symphonie de Shostakovich, c'est 11 poèmes sur la mort. Tout ça, c'est... Mais je suis un peu déprimé avec... Cette 14e et avant-dernière symphonie de Shostakovich, composée en 1969, est destinée à un orchestre de chambre et 2 solistes. Ce soir à Monaco, Mathias Gurney, baryton, et Nadezhda Pavlova, soprano, interprète d'une partition utilisant des poèmes notamment de Garcia Lorca, Apollinaire ou Rilke. C'est une œuvre très difficile à chanter, difficile à jouer et à comprendre aussi. La 14e symphonie se finit avec un accord épouvantable qui représente l'horreur de se penser parce qu'il avait une grande peur de mourir un jour. Le chef d'orchestre Mikhail Pletnev reviendra à Monaco pour un concert de piano le 6 mars prochain avec au programme Bach, Schumann et Grieg. Et on va faire appel à votre générosité. Vendredi et samedi prochain aura lieu au centre commercial de Fontvieille la traditionnelle collecte des semeurs d'espoir destinée à constituer des sacs de vie pour les futurs maraudes sur Nice comme sur Menton. Pour déposer vos produits, rendez-vous dans l'allée centrale du magasin Carrefour. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures à venir, en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour au cœur du salon Luxpack qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Grimaldi Forum. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Cette semaine, on entre un peu plus dans l'automne. L'air sera plus frais en principauté. Demain, il fera beau. Le ciel, d'abord clair, deviendra légèrement nuageux. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Et puis le mardi 30 septembre, c'est la journée mondiale de la traduction en hommage au Saint Jérôme, patron des traducteurs et traductrices. C'est lui qui a traduit la Bible en latin. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Jérôme. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.